If I'm not doing it, nothing is going to happen. So I know I need to sit there. Qui écrit la musique? Johan et Benny. Et qui écrit les paroles? Ce sont nos managers, Stig et Anderson. Et que font les filles dans tout ça? Rien. Ils s'occupent du reste. Et les arrangements, certains arrangements vocaux, et tout ça en studio. Oui, au sommet de leur gloire. La romance éclair de Benny Andersson et Annie Fried Lyngstad a conquis le cœur des fans du monde entier. Pourtant, derrière les portes closes, leur relation dissimulait une vérité déchirante. Aujourd'hui, à 78 ans, Benny Andersson révèle des détails tragiques sur Annie Fried Lyngstad qui ont laissé les fans sous le choc. De quoi s'agit-il? Découvrons-le. Annie Fried Lyngstad et Benny Andersson se sont rencontrés pour la première fois en 1969 lors d'un concours de musique en Suède. Ils sont rapidement tombés amoureux et se sont mariés 2 ans plus tard, en 1971, juste avant la fondation d'ABBA. Leur mariage a connu des difficultés face à la célébrité et à la surveillance suscitée par le succès d'ABBA, ce qui a conduit les 2 couples au sein du groupe à divorcer. Après la naissance de leurs enfants, Linda et Peter, leur relation s'est fragilisée, ce qui a finalement conduit à leur séparation en 1979, au plus fort du groupe. Björn n'a pas tardé à tourner la page et a entamé une nouvelle relation avec Lina Kallerjo, qu'il a ensuite épousée et avec laquelle il a eu d'autres enfants. Au départ, Björn et Agneta ont décrit leur divorce comme amical, mais Agneta a ensuite révélé ses difficultés émotionnelles et le besoin d'une thérapie pour surmonter les conséquences. La douleur de leur séparation a inspiré le tube The Winner Takes It All, poussant les fans à s'interroger sur les intentions de Björn en faisant chanter son ex-femme des paroles aussi personnelles. Alors qu'Agneta luttait contre la pression de la célébrité et la culpabilité d'être séparée de ses enfants pendant les tournées mondiales d'ABBA, son anxiété et sa peur de la foule, du bruit et de l'avion s'intensifiaient. Elle se sentait également exclue du groupe en raison de la barrière de la langue et du manque de confiance en soi. Après Björn, elle a rencontré une série de partenaires amoureux, dont un joueur de hockey sur glace de renom et un créateur de mode renommé, ainsi que le psychologue Håkan Landback, initialement engagé pour l'aider à sauver sa relation avec Björn. Elle s'engagea ensuite dans une relation amoureuse avec le détective de Stockholm, Thorbjörn Brander, chargé d'enquêter sur son cas, suite à des menaces d'enlèvement visant ses enfants. En 1990, Agneta se remaria avec un chirurgien divorcé, Thomas Sonnenfeld. Elle insista pour garder le secret sur leur union, qui ne fut révélé au public qu'à leur rupture 3 ans plus tard. Durant cette période, Agneta dut faire face à la fois au décès de sa mère, Birgit, qui s'était donné la mort, et à celui de son père, Ingvar, 1 an plus tard. Elle choisit de taire cette information, allant même jusqu'à confier à son biographe que la mort de sa mère était accidentelle. Ceux qui la connaissaient bien, remarquèrent un changement dans son comportement après ces tragédies, la voyant se replier sur elle-même. Elle a sans doute été perturbée, car cela a marqué le début de la période la plus étrange de sa vie. Une relation amoureuse avec un homme qui la suivait de près. Gert van de Graaf, Kariste néerlandais et fan d'ABBA, de 6 ans son cadet, était obsédé par Agneta depuis son enfance et l'avait suivi de près pendant 2 ans. Malgré sa plainte en 1997, ils ont fini par entamer une relation amoureuse. En seulement 2 ans, leur relation avait pris fin et Agneta avait déjà intenté une action en justice pour l'expulser du pays en 2000. Cependant, Gert revint en Suède 3 ans plus tard pour harceler Agneta, ce qui la poussa à demander sa protection aux tribunaux. Après l'échec de cette brève relation amoureuse, elle décida de se retirer plus loin dans les zones rurales de Suède, construisant une résidence avec un jardin isolé au centre. Certains pensaient qu'elle imitait Greta Garbo, une autre actrice suédoise qui avait elle aussi dû composer avec les difficultés de la célébrité. Selon ses voisins, elle leur parlait rarement et, pendant longtemps, Agneta évita complètement de chanter ou d'écouter de la musique. Elle s'isolait du reste du monde. Cependant, à la surprise générale, elle créa la surprise en sortant en 2004 un disque composé de reprises des années 1960. Elle commença également à en faire la promotion, mentionnant son désir de trouver le grand amour. Son album, intitulé My Coloring Book, resta dans les charts suédois pendant 25 semaines avant de disparaître du grand public. En 2005, les choses prirent une tournure différente. Une amitié de 20 ans avec l'homme d'affaires Bertil Nordstrom se transforma en une histoire d'amour. Malheureusement, cette histoire d'amour prit également fin.
Certains ont avancé que le sentiment d'inadéquation et de mécontentement d'Agnita était alimenté par sa rivalité avec Frida. Comment est-ce que c'est vrai? Malgré son immense succès, Frida a aussi connu des moments de tristesse et de chagrin dans son passé. Ces épreuves existaient déjà avant sa relation avec Abba. Frida a toujours su qu'elle était le fruit d'une histoire d'amour née en temps de guerre. Sa mère, Cindy, tomba sous le charme d'Alfred, un sergent de la Wehrmacht, en 1943, lorsqu'il lui offrit un sac de pommes de terre, une denrée précieuse en Norvège en période de 17. Ils eurent des relations intimes peu après avoir nagé nu dans un lac. Alfred, qui travaillait comme pâtissier dans le civil, avoua à Cindy qu'il était déjà marié. Leur relation dura jusqu'en 1945, année de l'arrivée de Frida et du renvoi d'Alfred en Allemagne. Cindy, sa mère adolescente, fut confrontée à un jugement sévère et à l'isolement social, les étrangers l'insultant et l'évitant. Face à cela, la jeune mère, son enfant et sa grand-mère s'enfuirent en Suède. Cindy trouva du travail comme serveuse, mais décéda tragiquement de complications rénales à l'âge de 21 ans, laissant Frida à seulement 2 ans. Élevée par sa grand-mère, Agni, la future célébrité connut une enfance solitaire. Elle grandit en croyant que son père était un soldat allemand mort dans un naufrage en rentrant en Allemagne. Sans Abba, Frida n'aurait peut-être pas su la vérité. En 1977, la nièce d'Alfred, fan du groupe ABBA, est tombée sur une interview de Frida où elle mentionnait être la fille illégitime d'un soldat allemand. Une rencontre fut alors organisée et Alfred se présenta avec un bouquet de fleurs. Ils examinèrent des photographies anciennes et évoquèrent leurs caractéristiques physiques. Cependant, cette rencontre fut brève et bouleversante pour Frida. En 1969, elle croisa Benny, ce qui marqua le début de son aventure avec Abba. Avant de rencontrer Benny, Frida avait connu le mariage et le divorce, et tous deux avaient eu des enfants de relations précédentes, après de longues fiançailles. Ils se sont mariés en 1978. Malheureusement, leur union n'a pas duré et ils ont décidé de se séparer en 1980. Benny a ensuite entamé une relation avec la personnalité de la télévision suédoise Mona Nurklet. Ils se sont mariés en 1981 et ont aujourd'hui un fils, Ludwig. Agnetharit Björn, ainsi que Frida et Benny, ont tous deux affirmé que leur divorce s'était déroulé à l'amiable et dans la bonne humeur. Cependant, derrière les apparences, Frida était en réalité profondément attristée d'avoir été abandonnée au profit d'une autre femme. Abba a atteint un point où le groupe ne pouvait plus maintenir son succès, ce qui l'a conduit à se séparer après avoir vendu 350 millions de disques. Après la dissolution d'Abba, Frida a longtemps cherché le bonheur dans sa vie personnelle. Après un court séjour à Londres, elle choisit finalement de s'installer définitivement en Suisse. C'est en 1992 qu'elle épouse un noble issu d'une famille royale allemande, prenant le titre de Son Altesse Sérénissime, la princesse Anne-Fried de Reuss. Cependant, la tragédie semblait toujours la guetter. La fille de son premier mari, alors âgée de 30 ans, décéda dans un accident de voiture à New York en 1998. Peu après, le prince Heinrich, troisième mari de Frida Kahlo, décéda d'un cancer l'année suivante. Elle disparut de la vie publique pendant plusieurs mois, puis révéla que sa foi en Dieu avait joué un rôle déterminant dans son rétablissement après cette épreuve difficile. Ces dernières années, elle semble avoir trouvé le bonheur, vivant dans la ville alpine suisse de Zermatt aux côtés de W.H. Smith. Héritier du vicomte Hambledon, Benny Andersson a mené une vie marquée à la fois par des triomphes et des bouleversements personnels. S'il est célébré pour sa contribution à l'industrie musicale, son parcours n'a pas été sans heurts. Au sommet de la gloire d'Abba, Benny Andersson, comme beaucoup d'artistes, a dû faire face à la pression des tournées incessantes, aux attentes du public et aux exigences de sa carrière. Malheureusement, cela l'a mené sur une voie difficile, l'alcool devenant pour lui un moyen de faire face aux pressions inhérentes à sa position de superstar mondial. Dans les années 1970 et au début des années 1980, Benny et ses camarades de groupe ont fait la fête et vécu dans le tourbillon de la célébrité. À 78 ans, il a ouvertement admis que l'alcool avait joué un rôle important dans sa vie à cette époque. Comme il l'a expliqué plus tard, c'était sa façon d'atténuer l'écrasante sensation de succès et le vide qu'il ressentait parfois lorsque les lumières de la scène s'éteignaient. En 2001, Benny a pris la décision qui a changé sa vie, arrêter de boire. Il a décrit cette décision comme l'une des meilleures de sa vie.
conscient de son impact sur sa santé, ses relations et son bien-être général. La vie personnelle de Benny, et notamment ses relations amoureuses, a également fait l'objet d'une attention publique. Avant ABBA, Benny avait déjà fondé une famille. À seulement 17 ans, il est devenu père de son premier enfant avec sa compagne Christina Grunwald. Ils ont eu un autre enfant peu de temps après. Cependant, Benny, concentré sur sa carrière musicale, passait peu de temps à la maison, ce qui le rendait coupable de ne pas être là pour ses enfants quand ils avaient besoin de lui. Plus tard, en 1981, Benny a divorcé publiquement Danny Fried Lyngstad. Leur mariage avait été mis à mal par leur célébrité, et cette séparation a marqué un tournant dans leur vie personnelle et professionnelle. Ce divorce a alourdi le fardeau émotionnel que Benny portait déjà en lui, en raison de ses expériences familiales antérieures. L'épisode le plus douloureux de la vie de Benny fut peut-être la perte tragique de son fils, Alex. Ethan était accablé par un sentiment de culpabilité, persuadé que l'accident qui avait entraîné la mort de son fils était en partie de sa faute. Il se demandait pourquoi il avait insisté pour conduire ce jour-là par mauvais temps. Cette douleur, bien que vive, allait devenir quelque chose qu'il allait progressivement accepter. Benny et Sarah, son ex-femme, luttaient tous deux contre cette culpabilité. La perte de leur enfant fut dévastatrice et il leur fallut des années pour surmonter ce deuil. Cependant, avec le temps, Benny a appris à accepter que l'accident n'était pas de sa faute et qu'il n'était pas responsable de son issue tragique. Cette prise de conscience l'a aidé à commencer à guérir. Mais ce fut un cheminement qui allait prendre des années. ABBA avait consolidé son statut de groupe pop incontournable à la fin des années 1970 et avait acquis un public international fidèle qui allait perdurer pendant des années. Leur campagne promotionnelle aux États-Unis, au printemps 1978, marqua une étape importante pour ABBA. Cette campagne porta ses fruits. Leur chanson « Take a Chance on Me » atteignit le top 3 des charts et leur album « ABBA The Album » le top 20. Fort de ses succès, le groupe sortit des singles à succès comme « Summer Night City » et « Chiquitita » qui le rendirent encore plus populaire. En avril 1979, ils sortent leur 6e album studio, « Voulez-vous », qui enrichit leur collection de tubes intemporels. Cependant, la même année, Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog annoncent publiquement leur décision de mettre fin à leur mariage, ce qui altère l'image d'ABBA, perçu comme un couple harmonieux et musicien, bien qu'ils aient d'abord présenté leur divorce comme une évolution positive. Fältskog admet plus tard de se sentir épuisé émotionnellement et a consulté un professionnel. Malgré ses difficultés personnelles, le groupe est resté uni et a continué à créer de la musique. À l'automne 1979, ABBA a sorti la chanson « Gimme, 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 A Man After Midnight » et a entamé une grande tournée au Canada, aux États-Unis et en Europe, au même moment. Ils ont sorti leur 2e album de grand succès, « Greatest Hits Vol. 2 », qui connut un succès mondial. En mars 1980, ABBA ajouta le Japon à sa tournée et donna ses derniers concerts devant un public payant. L'année 1980 fut consacrée à la préparation de leur prochain album studio, Super Trooper. Cet album, sorti plus tard de la même année, comprenait quelques-unes des chansons les plus populaires d'ABBA, comme The Winner Takes It All et le titre éponyme, Super Trooper. Le groupe connut un nouveau revers en février 1981 lorsque Benny Andersson et Annie Fried Lyngstad, l'un des deux couples du groupe, annoncèrent leur divorce. Malgré cette évolution personnelle, ABBA continua de collaborer sur sa musique. Fin 1981, leur 8e album studio, The Visitors, sort, avec notamment le titre à succès One of Us. Cependant, en 1982, l'énergie du groupe commence à faiblir. Björn et Benny se consacrent à la création de la comédie musicale Chess, tandis qu'Agneta et Frida se lancent en solo. Cette année-là, la seule nouveauté d'ABBA fut le single The First 10 Years, une double compilation regroupant leurs plus grands succès et 2 nouveaux titres. Bien que The Day Before You Came ait été salué comme l'un des enregistrements les plus aboutis d'ABBA, il n'a pas connu le même succès mondial que leur précédente. Fin 1982, ABBA a décidé de faire une pause dans l'espoir de se reformer quelques années plus tard, s'il le souhaitait. Étonnamment, plus de 30 ans plus tard, ils ne s'étaient toujours pas réunis, malgré leur projet initial de pause temporaire. ABBA n'a jamais officiellement annoncé sa séparation ou sa pause indéfinie. Mais après leur dernier concert public en 1982,
On a généralement supposé que le groupe s'était dissous. Lors d'interviews à l'époque, Björn et Benny avaient insisté sur l'absence de séparation. Mais Lyngstad et Feldskog avaient tous deux évoqué à plusieurs reprises. 1983 et 1984. Une possible reformation d'ABBA pour un nouvel album. Les conflits internes avec leur manager atteignirent un point critique, contraignant les membres du groupe à vendre leur part dans Polar Music en 1983. Hormis une brève apparition télévisée en 1986, le groupe resta un temps discret. L'inactivité du groupe, l'échec de leur mariage et leurs projets personnels laissaient fortement présager une séparation. Malgré cette rupture, la musique d'ABBA continua d'être appréciée et prospère. Dans les années 1990, leur musique connut un regain de fascination, alimentée par des reprises populaires et l'inclusion de leurs morceaux dans des films célèbres. La compilation ABBA Gold, lancée en 1992, qu'en a un immense succès, se vendant à plus de 33 millions d'exemplaires dans le monde. L'album suivant, More ABBA Gold, sorti en 1993, s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. Thank You for the Music, un coffret sorti en 1994, offrait aux fans un large éventail de tubes, de morceaux choisis de l'album et d'enregistrements inédits exclusifs. En 1994, les membres d'ABBA ont dû faire face à d'importantes difficultés personnelles. Agneta a dû faire face à la mort tragique de sa mère, Birgit, qui s'est suicidée en sautant par la fenêtre de son appartement. Cette perte déchirante a plongé Agneta dans une profonde dépression. Elle a révélé que l'alcoolisme excessif de son père avait eu un impact négatif sur la santé mentale de sa mère. Elle a ressenti une immense tristesse et a eu du mal à aller de l'avant. L'idée de l'intervention soudaine de sa mère lui était incompréhensible, la laissant à la fois triste et effrayée. Elle se sentait isolée et seule dans son deuil. Après le décès de sa mère, elle rendait fréquemment visite à son père, alors hébergé dans un établissement spécialisé. Malheureusement, il ne survécut qu'un an de plus. La perte de son père en 1995 accentua encore le chagrin d'Agneta. À la fin des années 1990, Phil et Lisa Lotta Kaspa décéda tragiquement dans un accident de voiture aux États-Unis, à seulement 30 ans. L'année suivante, elle connut un nouveau chagrin lorsque son mari, Heinrich Rudzer, Prince Royce de Plauen, succomba à un cancer. Il mourut à l'âge de 49 ans, laissant Annie Fried, 53 ans, seule après 7 ans de mariage. Ce fut une période profondément douloureuse pour Frida. L'héritage d'ABBA s'est encore renforcé à la fin des années 1990, avec la création de la comédie musicale Mamma Mia à Londres en 1999. Utilisant exclusivement des chansons d'ABBA, le spectacle a connu un immense succès, captivant le public du monde entier. En 2001, il a fait son entrée à Broadway et s'est rapidement répandu dans plus de 440 villes, attirant plus de 60 millions de spectateurs. La comédie musicale a été présentée pour la première fois en Suède en février 2005, en présence des 4 membres d'ABBA, Agneta, Björn, Benny et Frida. Lors de la première, l'influence du groupe s'est encore accrue avec la sortie de la version cinématographique de Mamma Mia en juillet 2008, avec des acteurs de renom comme Meryl Streep et Pierce Brosnan. Ce film a connu un succès mondial. Il convient de noter que les 4 membres d'ABBA étaient également présents à l'avant-première du film à Stockholm, faisant une rare apparition publique commune. Serait-ce le signe d'une possible réunion? Découvrons-le. Polar Music International a constamment renouvelé et amélioré la collection musicale d'ABBA. Les 8 albums studio originaux d'ABBA, ainsi que leur album en espagnol de 1980, Gracias por la Música, sont à nouveau disponibles en édition deluxe améliorée. Ces nouvelles versions incluent du contenu supplémentaire, comme des titres bonus, des pochettes retravaillées et des livrets enrichis d'essais détaillés sur les albums. De plus, elles sont accompagnées de DVD contenant des apparitions télévisées rares et d'autres contenus exclusifs, pour une expérience encore plus enrichissante pour les fans. En 2014, Polar Music International est entré dans l'histoire avec la sortie de Live at Wembley Arena, un double album présentant le premier enregistrement live complet d'un concert d'ABBA. Les fans et les critiques ont salué l'énergie électrisante du groupe capturé dans cet album majeur. Parallèlement à cet album live, les compilations populaires d'ABBA, ABBA Gold et ABBA Horror, ont été mises à jour, avec notamment des livrets révisés et de nouvelles notes de pochette.
La collection essentielle, un coffret de 2 CD, réunissait un large éventail de singles d'ABBA pour séduire aussi bien les auditeurs occasionnels que les fans inconditionnels. L'un des projets les plus ambitieux fut le lancement de l'intégrale des enregistrements studio en 2005. Un coffret complet contenant tous les albums studio d'ABBA ainsi que des titres rares. En décembre 2010, ABBA, la collection vinyl, fut dévoilée, avec des versions vinyles soigneusement recréées des 8 LP studio du groupe. Polar Music a célébré les anniversaires importants des albums d'ABBA en publiant des éditions spéciales. En 2016, une version double vinyle d'Arrival est sortie pour son 40e anniversaire, tout comme une édition similaire pour ABBA. L'album qui a suivi en 2017 présente les célèbres clips d'ABBA, dont beaucoup ont été réalisés par le célèbre Lasse Hallström, et a été soigneusement restauré et collectionné. Cette collection incontournable en DVD présente des versions améliorées de ces vidéos emblématiques, permettant aux fans de les visionner avec une qualité inégalée. Les films de concert d'ABBA, Tales Co ABBA, The Movie at ABBA in Concert, ont été restaurés et réédités en DVD avec des bonus, offrant un aperçu des concerts électrisants du groupe. ABBA in Japan est une sortie exceptionnelle avec une émission spéciale classique, tandis que The Last Video est un court-métrage présentant des apparitions éclairs des membres du groupe. Au fil du temps, la réputation d'ABBA comme groupe pop de premier plan n'a cessé de croître, comme en témoigne son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2010. La même année, l'exposition officielle ABBA World a fait sa première apparition à Londres, consolidant ainsi son statut légendaire dans l'industrie musicale. Les anciens membres du groupe ont approuvé une expérience captivante comprenant des effets personnels et des interviews vidéo exclusives. Feldskog, connue pour être la membre la plus réservée et un obstacle potentiel à une réunion, a manifesté son intérêt pour un événement ponctuel le 3 janvier 2011, même si elle n'en avait pas parlé avec les autres. Dans une interview accordée à Die Zeit en avril 2013, elle a réaffirmé sa volonté de se réunir à nouveau, mentionnant qu'elle accepterait si on la contactait. En mai 2013, Feldskog, alors âgé de 63 ans, a exclu toute possibilité de réunion, expliquant qu'en raison de leur âge et de leur vie séparée, cela était peu probable. Elle a reconnu que trop de temps s'était écoulé depuis leur séparation, rendant toute réunion inutile. Malgré cela, elle a mentionné que les membres du groupe s'entendaient toujours bien et aimaient se retrouver de temps en temps pour discuter et se remémorer des souvenirs. Finalement, ABBA World s'est installé pour une résidence de longue durée à Stockholm, en Suède, le Centre d'ABBA The Museum, inauguré en mai 2013. Le musée a rencontré un franc succès, attirant plus de 1,5 million de visiteurs début 2018. En janvier 2016, un dîner-spectacle original, Mamma Mia, a été lancé à Stockholm. Cet événement interactif a été honoré par la présence des 4 membres d'ABBA. Ils ont fait sensation dans les médias en posant pour une photo de groupe unique, la première depuis plus de 30 ans. Après la sortie de Mamma Mia, Ulvaeus et Anderson ont confié au Sunday Telegraph qu'ils n'avaient aucune intention de remonter sur scène. Quelle qu'en soit la raison, Ulvaeus a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de se produire à nouveau sur scène et n'avait aucune envie de se réunir. Selon lui, il souhaite qu'on se souvienne d'eux pour leur jeunesse, leur dynamisme, leur énergie et leur ambition, sans considération financière. ABBA est resté une force culturelle importante en 2018 avec la sortie de Mamma Mia, Here We Go Again, la suite du film musical à succès Mamma Mia. Les acteurs habituels se sont réunis pour interpréter à nouveau leurs personnages, et Cher a fait une apparition remarquée dans un petit rôle, faisant découvrir la musique d'ABBA à une nouvelle vague de fans. Bien qu'un retour ait été exclu, leurs supporters ont gardé espoir et leur optimisme a finalement été récompensé. En 2019, des célébrations ont été organisées pour le 40e anniversaire de Voulez-vous, avec une réédition de l'album sous différents formats, notamment un vinyle 54 grammes et un coffret spécial contenant des singles 7 pouces colorés de l'époque Voulez-vous. Mamma Mia! La fête a pris une dimension internationale avec l'ouverture à l'O2 Arena de Londres en septembre, en présence de Björn Ulvaeus et Benny Andersson. Cette année a également vu le lancement de l'exposition Super Troopers d'ABBA au même endroit, soulignant l'influence durable du groupe sur la musique. ABBA Gold, une compilation sortie en 1992.
a réalisé un exploit remarquable en restant plus de 900 semaines dans le classement officiel des albums britanniques, établissant ainsi un nouveau record. L'album restait le plus longtemps dans le top 100. Cet exploit impressionnant témoigne de la popularité durable de la musique d'ABBA, qui continue d'enchanter les publics du monde entier. L'héritage d'ABBA est soigneusement préservé et honoré à travers diverses sorties, expositions et hommages. En 2020, ABBA, le célèbre groupe pop suédois, a franchi des étapes importantes et organisé de nombreuses célébrations, tout en captivant le public mondial avec sa musique intemporelle et ses projets créatifs. Un moment marquant a eu lieu en octobre, lorsque les fans ont célébré le 40e anniversaire de l'album révolutionnaire Super Trooper, qui a non seulement marqué les fêtes de fin d'année 1980, mais est également resté un classique apprécié pour les années à venir. Pour commémorer cet exploit, l'album a été réédité en différentes versions incluant les 3 singles à succès, chacune étant également proposée sous forme de picture disque unique en édition limitée. Le groupe ABBA jouit toujours d'une excellente réputation. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous et cliquez sur la vidéo suivante affichée à l'écran.